La mémoire ne cherche à sauver le passé que pour servir au présent et à l'avenir. Faisons en sorte que la mémoire collective serve à la libération et non à l'asservissement des hommes. Jacques Le Goff. Entre tradition et modernité. Il faut dire ici que le regard historique même le plus superficiel nous révèle aussitôt que les différentes sociétés apportent à ce problème des solutions très variées. Le passé et son rappel ne peuvent assumer la même fonction dans une société sans écriture, comme les anciennes civilisations africaines, et dans une société traditionnelle lettrée, comme l'Europe du Moyen-Âge. Or, comme chacun sait, depuis la Renaissance et plus encore depuis la fin du XVIIIe siècle, s'est créé en Europe un type de société dont il n'existait pas d'exemple auparavant, qui a cessé de valoriser inconditionnellement les traditions et le passé, qui en a arraché l'âge d'or, comme disait l'utopiste Saint-Simon, pour l'installer dans l'avenir, qui a rétrogradé la mémoire au profit d'autres facultés. En ce sens, ceux qui déplorent l'insuffisance d'égard pour la mémoire dans les sociétés occidentales contemporaines ont bien raison. Ces sociétés, et elles seules, ne se servent pas du passé comme d'un moyen privilégié de légitimation et n'accordent pas une place d'honneur à la mémoire. Encore faudrait-il ajouter que ce trait de notre société est constitutif de son identité même, et qu'on saurait donc écarter l'un sans transformer l'autre en profondeur. La place de la mémoire et le rôle du passé ne sont du reste pas non plus les mêmes dans les différentes sphères qui composent notre vie sociale, et ils participent à des configurations diverses. Dans notre conception générale de la vie publique, nous sommes passés, comme disent les philosophes, de l'hétéronomie à l'autonomie, d'une société dont la légitimité vient de la tradition, donc de quelque chose qui lui est extérieur, à une société régie par le modèle du contrat auquel chacun apporte ou non son adhésion. Ce contrat, on le sait, n'a aucune réalité historique ou anthropologique, mais il fournit le modèle régulateur de nos institutions. Le recours à la mémoire et au passé est remplacé par celui qu'on fait au consentement et au choix de la majorité. Toutes les traces de légitimation par la tradition ne sont pas éliminées, loin de là, mais, et cela est essentiel, il est licite de contester la tradition au nom de la volonté générale ou du bien-être commun. Nous en avons sans cesse des exemples sous les yeux. La mémoire est détrônée, ici, non au profit de l'oubli bien sûr, mais de certains principes universels et de la volonté générale. On en dira autant du domaine juridique dans son ensemble. La science est une autre sphère où la mémoire a perdu beaucoup de ses prérogatives. Il ne serait pas faux de dire que la science moderne s'est constituée à la Renaissance par un infranchissement progressif de la tutelle trop pointilleuse de la mémoire. C'est en cessant de répéter le savoir scolastique, la prétendue sagesse des anciens, en mettant de côté le système de Ptolémée et les classifications d'Aristote, que les sciences ont pu prendre un nouvel essor. C'est en décidant de ne plus penser à l'ancienne représentation du monde qu'on a réussi à intégrer les résultats des grandes découvertes géographiques dans une vision nouvelle, et qui reste encore la nôtre. Descartes déclarera, péremptoire, qu'il est possible de progresser dans la connaissance par le moyen d'une réduction des choses aux causes, et que par conséquent, il n'est nul besoin de la mémoire pour toutes les sciences. La mémoire est maintenant repoussée au profit de l'observation et de l'expérience, de l'intelligence et de la raison. Une fois de plus, ce règne n'est pas absolu et ne doit pas l'être. Les sciences elles-mêmes ont un passé qui n'est pas sans incidence sur leur présent. Mais la prédominance est incontestable. Il n'est que de regarder la place occupée dans notre éducation générale par les mathématiques, discipline du raisonnement, par rapport à l'histoire, la géographie ou les lettres, discipline de la mémoire. L'art occidental se distingue des autres grandes traditions artistiques, par exemple en Chine et en Inde, par la place réservée à l'innovation, à l'invention, à l'originalité, au point qu'a surgi au XIXe siècle l'idée d'avant-garde artistique, mouvement qui se réglerait sur le futur et non plus sur le passé, et que le critère de nouveauté est devenu parfois la seule, et partant absurde, condition de la valeur artistique. De nos jours, les avant-gardes n'ont plus le vent en poupe, et on leur préfère l'esthétique post-moderne, qui affiche au contraire son rapport parfois ludique au passé et à la tradition. En réalité, les choses ne sont pas aussi tranchées que le prétendent les manifestes des créateurs. Il y a des possibilités d'innovation au sein de la poétique médiévale ou de la peinture classique chinoise, et les auteurs, même les plus avant-gardistes, doivent toujours beaucoup à la tradition, ne serait-ce que parce qu'ils cherchent à s'en distinguer. Le rôle de la mémoire dans la création artistique
est généralement sous-estimé. L'art réellement oublieux du passé ne saurait se faire comprendre. Mais il importe de noter que, une fois de plus, l'opposition n'est pas entre mémoire et oubli, mais entre la mémoire et un autre prétendant à la place d'honneur, la création ou l'originalité. La culture, au sens que les ethnologues donnent à ce mot, est essentiellement une affaire de mémoire. C'est la connaissance d'un certain nombre de codes du comportement et la capacité de s'en servir. Posséder la culture française, c'est d'abord connaître l'histoire et la géographie de la France, ses monuments et ses documents, ses manières d'agir et de penser. Un être déculturé est celui qui n'a jamais acquis la culture de ses ancêtres, ou qui l'a oubliée et perdue. Mais les cultures occidentales ont encore une spécificité. D'abord parce que, malgré les ethnocentrismes de leurs membres, elles ont été amenées de longue date à reconnaître l'existence et la valeur de cultures étrangères, et à accepter le mélange avec elles. Ensuite parce qu'elles ont valorisé, au moins depuis le XVIIIe siècle, la capacité de s'arracher à sa culture d'origine. Les philosophes des Lumières finissent par voir en cette capacité, en la perfectibilité, le trait distinctif du genre humain. Les individus qui parviennent à surmonter les handicaps de leur milieu de départ, les sociétés qui s'engagent dans la révolution, jouissent d'un préjugé favorable. Nous ne croyons plus aujourd'hui, comme certains de ces philosophes, que l'esprit de l'homme soit une table rase, indépendant de sa culture d'origine, et que, être indéterminé, tous ses choix soient également probables. Mais nous continuons à mettre la liberté au-dessus de la mémoire. Inutile de continuer cette énumération. Quelle que soit, dans le détail, la place de la mémoire dans chacune de ces sphères, des certitudes d'ensemble se dégagent. D'abord celle concernant la pluralité et la diversité même des sphères. Ensuite, le fait que la mémoire s'y articule avec d'autres principes directeurs. La volonté, le consentement, le raisonnement, la création, la liberté. Il est clair enfin que, dans les sociétés occidentales, la mémoire n'occupe pas, en règle générale, une position dominante. Que dire alors de la sphère des conduites publiques, éthiques et politiques ? Le bon usage. La vie affective de l'individu nous offre ici un parallèle éclairant. Comme on le sait bien, la psychanalyse accorde une place centrale à la mémoire. La névrose, en effet, est censée reposer sur ce trouble particulier du rapport au passé qui est le refoulement. Le sujet a écarté de sa mémoire vive, de sa conscience, certains faits et événements survenus dans sa petite enfance, et qui sont d'une manière ou d'une autre inacceptables pour lui. Sa guérison par l'analyse passe par le recouvrement des souvenirs refoulés. Mais quel usage le sujet en fera-t-il à partir du moment où il les a réintégrés à sa conscience ? Il ne cherchera pas à leur accorder une place dominante. L'adulte ne saurait régler sa vie d'après ses souvenirs d'enfance, mais plutôt à les repousser dans une position périphérique où ils sont inoffensifs, à les domestiquer et, du coup, les désamorcer. Tant qu'ils étaient refoulés, les souvenirs restaient actifs. Ils empêchaient le sujet de vivre. Maintenant qu'ils ont été recouvrés, ils peuvent être non pas oubliés, mais mis à l'écart. Une autre forme de marginalisation des souvenirs s'opère dans le deuil. Dans un premier temps, nous nous refusons d'admettre la réalité de la perte que nous venons de subir. Mais progressivement et sans cesser de chérir le mort, nous modifions le statut des images qui lui sont attachées, et un certain éloignement vient tempérer la douleur. Le recouvrement du passé est indispensable. Cela ne veut pas dire que le passé doit régir le présent. C'est celui-ci, au contraire, qui fait du passé l'usage qu'il veut. Il y aurait une infinie cruauté à rappeler sans cesse à quelqu'un les événements les plus douloureux de son passé. Le droit à l'oubli existe aussi. Euphrosinia Karnovskaya écrit à la fin de son étonnante chronique illustrée de 12 années passées au goulag. « Maman, tu m'avais demandé d'écrire l'histoire de ces tristes années d'apprentissage. J'ai accompli ta dernière volonté. Mais peut-être aurait-il mieux valu que tout cela tombe dans l'oubli. » Jorge Sambrun a raconté dans l'écriture ou la vie comment, à un moment donné, l'oubli l'a guéri de son expérience concentrationnaire. Chacun a le droit d'en décider. Cela ne veut pas dire que l'individu peut se rendre entièrement indépendant de son passé et en user à sa guise en toute liberté. Il le peut d'autant moins que son identité présente et personnelle est faite, entre autres, des images qu'il a de ce passé. Le soi présent est une scène sur laquelle interviennent comme personnage actif un soi archaïque, à peine conscient, formé dans la petite enfance, et un soi réfléchi, image de l'image que les autres ont de nous, ou plutôt de celle que nous nous imaginons présente dans leur esprit. La mémoire est responsable non seulement de nos convictions,
mais aussi de nos sentiments. Recevoir une révélation brutale sur son passé, être obligé de réinterpréter radicalement l'image qu'on se faisait de ses proches et de soi, est une situation dangereuse qui peut se révéler insupportable et qu'on refusera avec véhémence. Revenons maintenant à la vie publique et écoutons cette histoire racontée par Amerigo Vespucci, explorateur du continent américain. Après avoir décrit les rencontres des Européens avec la population indigène, qui tournent tantôt à la collaboration et tantôt à l'affrontement, il rapporte que, entre eux, les différents groupes indigènes font bien souvent la guerre. Quelle en est la raison? Voici l'explication proposée par Vespucci. Ils ne combattent ni pour le pouvoir, ni pour étendre leur territoire, ni poussés par quelque autre envie irrationnelle, mais en raison d'une haine ancienne, installée depuis longtemps en eux. Si Vespucci a raison, ne devrait-on pas souhaiter à ces populations d'oublier un peu la haine pour pouvoir vivre en paix, de marginaliser leur rancune et de trouver meilleur usage à l'énergie ainsi libérée? Mais ce serait sans doute les vouloir autres qu'elles ne sont. À cet exemple presque mythique d'abus de la mémoire, on peut sans mal en ajouter d'autres, tirés de l'actualité. L'une des grandes justifications données par les Serbes à leur agression contre les autres peuples de l'ex-Yougoslavie provient de l'histoire. Les souffrances qu'ils infligent aujourd'hui ne seraient qu'une revanche sur celles qu'ils ont subies dans le passé proche, la Seconde Guerre mondiale, ou lointain, les combats contre les Turcs musulmans. Si le passé doit régir le présent, qui des Juifs, chrétiens et musulmans pourraient renoncer à ces prétentions territoriales sur Jérusalem? N'ont-ils pas eu raison, ces Israéliens et ces Palestiniens réunis autour d'une même table à Bruxelles en mars 1998, qui ont exprimé la conviction que, pour simplement commencer à parler, il faut mettre le passé entre parenthèses? En Irlande du Nord, jusqu'à un moment tout récent, les catholiques nationalistes déclaraient leur volonté de ne pas oublier et de ne pas pardonner, et ajoutaient chaque jour de nouveaux noms à la liste des victimes de la violence, laquelle provoquait à son tour une contre-violence répressive, dans une vendetta interminable que ne pourrait jamais interrompre un nouveau Roméo et une nouvelle Juliette. Et on entend des voix convaincantes affirmer qu'une part non négligeable du malheur des Noirs américains provient non des discriminations dont ils souffrent dans le présent, mais de leur incapacité de surmonter le passé traumatisant, celui de l'esclavage et des discriminations dont ils ont été victimes, et de la tentation qui s'ensuit, comme l'écrit Shelby Steele, d'exploiter ces passés de souffrance comme une source de pouvoir et de privilèges. Dans le monde moderne, le culte de la mémoire ne sert pas toujours les bonnes causes, et l'on ne saurait s'en étonner. Comme le rappelle Jacques Le Goff, la commémoration du passé connaît un sommet dans l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et on pourrait ajouter à cette liste la Russie stalinienne. Un passé soigneusement trié, certes, mais un passé quand même, qui permet de flatter l'orgueil national et de suppléer à la foi idéologique déclinante. En 1888, c'est Paul de Roulède, fondateur de la Ligue des patriotes et militaristes convaincus, qui s'écrie « J'en sais qui croient que la haine s'apaise. Mais non, l'oubli n'entre pas dans nos cœurs. » Pavant ainsi le chemin pour la boucherie de Verdun. Sans le savoir, il confirmait par ses propos une formule de Plutarque, selon laquelle la politique se définit comme ce qui enlève à la haine son caractère éternel, autrement dit, qui subordonne le passé au présent.